Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, et oui, pour une nouvelle vidéo Prono Express, une vidéo que je vous fais presque plus ou moins 2 mois avant le combat. C'est l'ouverture des training camps des deux boxeurs que vous voyez ici, euh, si je me trompe, Foreman et Pacquiao pour le 20 juillet, et on va dire à plusieurs semaines du combat, j'avais envie de parler avec vous plus euh, longtemps et de vous faire un vrai pronostic sur ce combat qui, à mon sens, est un combat très très ouvert pour des raisons presque paradoxales. Voilà, c'est assez rare en boxe, voilà, d'avoir un combat ouvert pour pas forcément les raisons qu'on vous dit. Euh, alors, ce combat arrive le 20 juillet au MGM de Las Vegas, c'est-à-dire on sera dans un vrai four, dans le désert brûlant du Nevada. Je pense qu'en juillet, on est dans les 50 degrés là-bas. Hein. Ça va être bien, je pense qu'ils vont pas avoir de problème de poids la dernière semaine pour en perdre. Voilà. Trêve de plaisanterie. Euh, Ce combat est un combat dangereux et piège pour les deux. Il est totalement piégeux pour les deux. D'une part, Pacquiao a signé avec PBC Al Haymon. Pourquoi il a signé? Puisque Al Haymon était l'un qui lui proposait des structures de combat qui lui permettent d'être vendues en pay-per-view. Le pay-per-view, quel est l'intérêt pour les boxeurs? Ça vous permet d'avoir des garanties sur pay-per-view, des garanties sur... Je pense que Pacquiao aussi a aussi un pourcentage sur les tickets du MGM qui vont être vendus. Bref, ça vous permet de... C'est une structure financière qui permet aux boxeurs d'avoir une manne salariale beaucoup plus large que pour des combats qui ne sont pas diffusés en pay-per-view. Voilà. Et c'est le dernier boxeur qui est diffusé en pay-per-view actuellement. Le pay-per-view a tendance à tranquillement, doucement disparaître. Voilà. Alors, de façon presque, je dirais, équitable, Aleman a proposé en premier adversaire à Pacquiao Adrian Broner, qui est un gatekeeper, Adrian Broner, qui est un boxeur qui fut talentueux, mais qui a malheureusement loupé le coche et est devenu un B-fighter et parfois même un C-fighter, A, B, C, D, voilà. Et donc, dans un combat où Pacquiao, malgré son âge, est apparu plutôt bon. Toujours dynamique, toujours la marche en avant, un pressing constant, peut-être moins efficace que par le passé, mais encore une fois, on ne lui en tient pas gré puisque il a l'âge qu'il a. Bref, il est apparu bien. C'est-à-dire que ça va. Maintenant, Pacquiao va être utilisé. Maintenant qu'il a eu ce combat de retour, ça s'est très très bien passé. Voilà. Pacquiao va être utilisé de la part d'Edmund. Pourquoi? Pour être une sorte de booster. Voilà, de booster pour booster les noms, non pas de Pacquiao, son nom n'est plus à établir dans le monde, mais pour booster le nom de ses adversaires. Définitivement booster le nom de ses adversaires sur la planète boxe, et même, je dirais, pour sortir seulement de la planète boxe, pour envisager de imposer ce nom dans la planète sport. Voilà, ce qui est assez rare. Peu de boxeurs sont connus des amateurs de sport qui ne suivent pas la boxe. Voilà. Et donc, Pacquiao est utilisé pour ça. Voilà. Donc, maintenant, avant que ce combat soit donné, il y avait des noms qui circulaient et tout. On se disait, est-ce que ça va être Errol Spence? Est-ce que ça va être Danny Garcia? Est-ce que ça va être Keith Thurman? C'est Keith Thurman qui décroche le gros lot du combat contre Pacquiao. Et c'est un combat pour Keith Thurman, un combat extrêmement important, mais qui arrive dans des conditions difficiles. Et même si c'est le plus jeune, il a quand même 30 ans. Hein. C'est pas un petit jeune de 20 ans. Il a 30 ans avec
avec plusieurs blessures. La dernière en date à l'épaule, terrible blessure, l'a mis sur le côté pendant 2 ans. Et on peut aussi s'interroger avec Kieferman sur son envie. Alors, il a été blessé à l'épaule, ça lui a pris 2 ans. Mais, donc, c'est pas de sa faute, mais par le passé aussi, il y a eu déjà des histoires de report de combat quand il était plus ou moins pas blessé. Il y a des histoires troubles d'accidents de la route qui n'ont jamais pu être totalement vérifiés, validés. Voilà, donc notamment en 2015 où son combat contre Sean Porter a été reporté à plusieurs reprises. Je crois aussi qu'en 2013 aussi, il a dû reporter un combat. Bref, Kieferman, paradoxalement, est le plus jeune, mais en termes de minutes, de rounds passés sur un ring, est vraiment déficient, est vraiment en déficit face à son adversaire Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, lui, a, a passé beaucoup plus de temps sur le ring que Kieferman ces 6 dernières années. Voilà, on va prendre à partir de 2012. 2012, Pacquiao se fait prendre un terrible KO par Marquez. Il y a un an sans le voir, il redémarre en 2013, c'est bien ça. Et il a beaucoup plus boxé que Kieferman. Voilà. Et une fois de plus, Kieferman est un boxeur qui, pour moi, est le symbole même du boxeur euh, du highlight boxeur, c'est-à-dire du boxeur YouTube. C'est-à-dire que on aime ces highlights, c'est beaucoup, mais euh, malheureusement, on analyse moins l'intégralité de plusieurs de ces combats. Kieferman n'a que 2 combats références à proposer. Un combat qui est un classique à mes yeux. Attention, je suis fan. Ce combat-là est un classique contre Sean Porter. En 2016, ils ont sorti un excellent combat. Et même, je vous dirais que Kieferman m'a impressionné ce jour-là parce que je trouve qu'en termes de boxe, ce jour-là, il avait été plutôt bon, mais avec ses soucis habituels. Foreman, je crois, au 8e round, avait réussi à le toucher au corps. Et quand tu as réussi à toucher au corps Foreman, il recule, il essaye de s'échapper, il est en mode survie. Ça s'était déjà passé en 2015 contre Collazo, dans un combat un petit peu qui se finit un petit peu de façon extrêmement bizarre, je vous conseille de retourner. Collazo, sur un round, lui avait passé un bouillon parce qu'il avait touché aussi au corps. Voilà, alors on sait qu'il a une faiblesse au corps et que contre Pacquiao, ça va faire très mal. Je trouve que en termes, Foreman a un profil aussi pour bien aider Pacquiao. Euh, donc Foreman, de son côté, a fait le boxeur contre Danny Garcia dans un combat technique intéressant où malheureusement, comme le niveau montait pour Foreman au niveau de ses adversaires avec Porter et Garcia, eh ben, on s'aperçoit aussi que réussir à rester un power puncher, c'est-à-dire mettre ses KO à de meilleurs adversaires, c'est-à-dire à l'élite de ta catégorie, c'est beaucoup plus dur. Voilà. Son degré de KO, son pourcentage de KO a forcément baissé. Et Foreman n'a pas gagné par KO depuis Collazo, c'est-à-dire 2015, et c'était plus un abandon de Collazo qu'un arrêt de l'arbitre. Déjà contre Roberto Guerrero en 2015 aussi, il avait fait les 12 rounds, il était aussi dans le dur, même s'il avait dominé le combat. Souvenez-vous, un œuf de pigeon terrible l'avait fortement gêné et il n'avait pas réussi à descendre Roberto Guerrero. Voilà. Alors, vous voyez bien que ce combat est beaucoup plus équilibré qu'on le croit. Et la pilule de vous dire que Pacquiao est en grand danger parce que Foreman c'est trop dangereux pour lui, je n'y crois absolument pas. Je n'y crois pas une seconde. Foreman est le personnage en danger. L'avantage de Foreman, qu'est-ce qu'il aura toujours pour lui? C'est le punch. C'est un power puncher et il aura tendance à
essayer de mettre des gros coups du début à la fin. Alors est-ce qu'il arrivera à tenir la cadence jusqu'au 12e round? C'est difficile. Le dernier combat de Foreman, encore une fois, est un... Et franchement, ce qui doit vous mettre un point d'interrogation sur le bonhomme. Bien sûr, il revient après 2 ans de hiatus. Bien sûr, c'est extrêmement compliqué. Bien sûr, il va être dans le dur. Bien sûr, on le sait ça. Mais il y a une différence à être dans le dur et passer proche de la correctionnelle comme il a pu le passer contre Orecito Lopez, boxeur qui lui aussi n'avait pas beaucoup boxé auparavant, mais qui est boxeur valeureux, techniquement un peu plus limité que le top de la catégorie, et qui avait réussi à passer un bouillon à Furman. Il est passé, encore une fois, proche de la correctionnelle. Vous voyez ce 7e round, et même la dernière partie de combat est très dure pour Furman. Voilà, même si la première partie, il avait montré des qualités de boxeur, une belle vision, des belles esquives, voilà, mais Furman ne s'est pas tourné. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il utilise bien ses jambes, mais sauf que le mode panique est très souvent enclenché pour Furman. Il est très souvent non pas en train de tourner ou de gérer, il est très souvent en panique, c'est-à-dire en train de se sauver. Contre Pacquiao, ça peut faire vraiment mal. Alors, Furman a la chance de sa vie parce que c'est le plus gros combat, c'est le combat le plus lucratif et que ça ne se refuse pas forcément. Mais Pacquiao a tous les avantages normalement pour s'en sortir. Une chose est sûre, et c'est là qu'il faut vraiment, c'est ce qu'il faut garder en mémoire, malgré tout ce qu'ils disent. Foreman a quelques phrases assez mythiques, je trouve, dans ses conférences de presse. Il dit qu'il veut faire à Pacquiao ce que Pacquiao a fait à De La Hoya, c'est-à-dire lui stopper la carrière. Ouais, mais mon grand regarde ce combat et c'est pas du tout le même contexte et je pense pas que Furman puisse proposer la même boxe que Pacquiao. Voilà. Mais enfin bref, l'idée est là, mais c'est simplement un argument de vente pour faire du trash talking parce que je n'y crois pas une seconde. Autre chose, je pense que il ne faut pas sous-estimer le défi physique que Pacquiao va lui lancer, même à 41 ans. Pacquiao a un meilleur rythme que lui, et surtout, Furman ne va rien proposer à Pacquiao que Pacquiao ne connaît pas, n'a pas déjà vécu, n'a pas déjà expérimenté, n'a pas déjà vu sur un ring. Furman ne va rien proposer que Pacquiao ne connaît pas. Par contre, l'inverse, je me dis que même un Pacquiao diminué, le Pacquiao vieillissant, je ne sais pas si Furman a déjà expérimenté ce qu'un Pacquiao vieillissant peut proposer sur un ring. Ce pressing, ce coup au corps. Alors, encore une fois, si vous analysez ce que dit Furman, pour Furman, Pacquiao n'a qu'un coup. Cette fameuse gauche en ligne. Et non, mon Furman, il n'a pas qu'un coup. Il a aussi un terrible crochet du droit dont Ricky Hatton se souvient encore. Ce crochet du droit, voilà, quand tu es Sospo, ta gauche en ligne arrive parce que tu as réussi à troubler ton adversaire avec ton crochet du droit. Voilà, c'est ton crochet du droit qui fait que ton adversaire finit par oublier d'être focus sur ta gauche et que à ce moment-là, ta gauche arrive. Voilà, donc Furman, en tant que très très grand analyste, il y a à revoir, je trouve. Et franchement, il y a un écart de niveau. Furman, je ne sais pas à quel niveau il est, mais c'est clair et net qu'il n'est plus dans l'élite de sa catégorie. Comme on pouvait le supposer en 2016 ou 2015, on ne peut plus réfléchir de la même façon sur ce bonhomme. À mon avis, c'est devenu un B-fighter et je pense que Pacquiao va clairement montrer ça. Et selon le degré de forme de Pac-Man, selon le degré de témérité de Pac-Man, ce combat ira au point ou n'ira pas. Voilà. Et pour Furman, je crois que Furman a
un window, une fenêtre de 4 rounds pour lui. De 4 rounds pour lui, où il peut tout tenter. Je pense véritablement qu'après, à partir du 5e round, Pacquiao peut déclencher ses vraies attaques et son vrai rythme surtout, l'intensité de son rythme. Et si un Pacquiao en forme, même à 41 ans, je pense que ça peut faire très mal à un Foreman qui n'a pas une très bonne défense, qui gère très mal le duel au corps. Foreman a montré des limites contre Porter, et Porter n'est pas aussi perspicace dans son combat à mi-distance que peut l'être un Pacquiao. Voilà, donc je vous fais un prono express, l'émission s'appelle Prono Express, et je vous dis qu'il faut véritablement s'attendre à une belle surprise, c'est-à-dire Pacquiao qui gagne vers, je dirais, ou un abandon du coin de Furman, ou un arrêt de l'arbitre vers le 10e round. Alors, mon prono express pour ce combat, on verra bien si je me suis planté comme une otarie bourrée à la bière, ou si j'avais vu plus ou moins juste, mais je vous dis, Pacquiao, 10e round, c'est peut-être là qu'on va voir la continuation d'une légende advenir, et un boxeur qui avait la hype il y a quelque temps périclité. Voilà ce que je pense et voilà ce que m'inspire ce combat. En tout cas, une belle histoire et malgré tout, combat très excitant. Malgré tout, l'opposition fait le combat et plutôt styles make fight. Et les deux styles ensemble de Furman et Pacquiao matchent très bien. Un southpaw dynamique qui avance Pacquiao, un power puncher qui sait bien bouger aussi, ou plutôt qui a une belle mobilité qui permet d'avoir des coups lourds et puissants. C'est le match-up, c'est-à-dire l'emboîtement de deux styles qui vont très très bien l'un contre l'autre. Pour nous, pour le spectateur, je pense que paradoxalement, ce combat vous est vendu comme d'habitude sur des arguments qui tiennent pas debout, mais à l'inverse, c'est-à-dire à l'inverse, quand on y réfléchit, ce combat est quand même le combat le plus excitant de cet été. Et c'est pour ça que je vous fais un prono express. On en reparlera ensemble. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Regardez ça, c'est une des chroniques du Capitaine, votre serviteur. Si vous voulez prendre ma DeLorean et revenir en 1994, revivre l'année 94 de boxe, une année incroyable. Cherchez sur YouTube, vous allez trouver cette vidéo. Je pense que vous allez kiffer. Et nous, on se revoit bientôt. Ciao mes pirates!